C'est parti, ça commence. Quelle est la date de la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique? Première question. 2019, 2020, 2021, 2022. Alors c'était... La team MM qui a gagné. Et c'est la date 2021 du coup. Donc bravo à la team MM et sans plus tarder, on va passer à la deuxième question. Donc quel est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre produits mondialement par le numérique? 0,5%, 2%, 4% ou 8%? La réponse, c'était 4%. Donc, pour ceux qui ont trouvé, bravo. Et la team Gigi remonte. Alors, quelle est l'estimation du pourcentage de l'énergie consommée par un smartphone pendant sa phase de fabrication? 25%, 50%, 70% ou 90%? C'était 90%. Donc vous voyez, c'est énorme du coup. Et la team MM revient à la première place du podium. Bravo à la team MM. Alors, combien de tonnes de CO2 émet en moyenne par an un utilisateur de YouTube? 3, donc 3 tonnes, 100 tonnes, 150 tonnes ou 177 tonnes? C'était 177 tonnes. Donc encore une fois, c'est énorme, c'est vraiment des chiffres pour vous faire prendre conscience à quel point l'impact du numérique est fort aujourd'hui. Bravo à Vinicius qui est remonté en première position. Alors, que représente la consommation énergétique de l'envoi d'un email? Une ampoule allumée pendant 1 heure, cela dépend du destinataire. La saison 1 de Game of Thrones, l'énergie nécessaire à la cuisson d'un marbré. Une ampoule allumée pendant 1 heure. On a de nouveau l'équipe MM sur la première place du podium. Alors maintenant, que représente la consommation énergétique de l'envoi d'un mail avec pièce jointe? Une ampoule allumée pendant 2 heures, une ampoule allumée pendant 10 heures, une ampoule allumée pendant 24 heures ou une ampoule allumée pendant 48 heures? C'était 24 heures. Donc vous voyez quand même, on prend conscience que envoyer un mail ou envoyer un mail avec une pièce jointe, ça n'a pas le même impact. Donc à faire attention. Bon, des grosses pièces jointes, c'est une petite moyenne qu'on... Oui, c'est vrai. Bon, après, je pense que c'est pire. Tout est approximatif, hein, il n'y a pas de... Alors, que représente l'impact énergétique produit par le visionnage du clip Gangnam Style vu 4 milliards de fois? L'équivalent de ce que produit le Luxembourg, l'équivalent de 10 fois l'aller-retour Paris-New York, l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 2300 heures, l'équivalent d'une petite centrale nucléaire. Donc c'était l'équivalent d'une petite centrale nucléaire. Et on a l'équipe Gigi sur la première place du podium. Dernière question.
Alors, dernière question, quel est le poids des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le monde? 50 000 tonnes, 15 millions de tonnes, 30 millions de tonnes ou 50 millions de tonnes? « 50 millions de tonnes. Donc A et M en troisième position. Adriane en deuxième. Et attention, suspense, MM en premier. C'est qui comme ça on... Bravo, bravo. Bah oui. Qui est l'équipe Adriane après pour que... Adriane, ok. Et qui est A et M? Parfait. Bon bah vous aurez volo après, comme ça on essaye d'être dans les temps. Okay. Alors maintenant, on souhaiterait... Mince. Comment on fait pour le mettre en écran? C'est où? Attends. Parfait. Autant pour moi. Donc maintenant, on va essayer de vous sensibiliser durant ces minutes qui nous restent le maximum à la pollution liée au numérique pour tenter tous ensemble d'atteindre la sobriété numérique. Mais attends, est-ce qu'on leur demande, Mélanie? Dans l'optique, éventuellement, d'être tous soucieux de notre environnement, on va vous demander, voilà, pendant 20 minutes, si possible, d'éteindre et vos ordinateurs et vos téléphones. Donc totalement éteindre, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Ces 20 minutes, on va essayer de rendre ça le plus riche possible, de vous intéresser. Donc voilà, on vous demande de faire ça. On sait que c'est compliqué aujourd'hui, mais vous allez voir, 20 minutes, finalement, ça passe. Voilà, donc Mélanie va distribuer les guides. Les brownies aussi? Les brownies. Justement, on va... Et alors, pendant ce temps, je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant d'éteindre ces ordinateurs et téléphones. En fait, on a vu avec Mélanie qu'il existait un site qui s'appelle Carbonalizer, qui a été créé par le Shift Project, qui permet en fait de calculer l'énergie que vous utilisez quand vous naviguez sur Internet. Donc c'est très fiable. Nous, on l'a téléchargé pendant 144 minutes et on a vu qu'on a utilisé autant d'émissions de CO2 que si on avait chargé 4 fois notre téléphone. Donc c'est juste pour vous rendre compte un peu de l'impact que ça a. Vous pourrez le télécharger une fois que vous réallumerez vos ordinateurs et téléphones. Je remercie Delphine d'avoir tenté de vous sensibiliser justement sur l'impact de nos appareils numériques. Et sans plus tarder, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ce faire, on va vous introduire assez rapidement le sujet. Donc en 1971, l'Américain Ray Tomlinson, il a envoyé son premier email sur ARPANET 1. Depuis, soit donc un peu plus de 50 ans plus tard, l'impact écologique causé par les technologies du numérique, ça commence un peu à être abordé par la loi, enfin de plus en plus, il faut dire. Et donc, afin de délimiter ce sujet, on va essayer de vous définir des termes qui nous ont semblé phares pour la compréhension de ce sujet et tenter de vous sensibiliser au maximum. Donc, comme premier terme qui nous a semblé important, c'était la durabilité. Donc, c'est le caractère de ce qui est réalisé selon les critères du développement durable. On a ensuite la pollution, donc la dégradation de l'environnement par des substances, des déchets ou des nuisances diverses. Le guide, comme vous allez l'avoir chacun entre vos mains, pas forcément nécessaire de le définir. Et enfin, le numérique, c'est une définition floue. C'est d'ailleurs ce qui pose un peu un problème dans le bon encadrement juridique. En revanche, nous, on a pris comme position de synthétiser une partie du numérique. Donc on vous parlera essentiellement aujourd'hui des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. Donc maintenant, on peut se poser la question de qu'en est-il du contexte juridique, du cadre juridique dans lequel s'inscrit le numérique. Alors en fait, comme on le voit au tableau, on a essayé de vous sélectionner les dimensions juridiques qui nous semblaient pertinentes. Donc avant 2019, il y a plusieurs rapports, recherches, etc. qui ont été réalisés.
À partir de 2019, on a le rapport de mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique qui a été déposé donc par le Sénat et qui alerte sur les dangers liés au numérique. Ensuite, en 2020, on a le dépôt d'une loi en réponse au rapport de mission inquiétant. Et en 2021, comme vous avez pu le voir pendant le quiz, on a la mise en place de la loi REEN, donc réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et ensuite, quant aux informations un peu plus chocs et aux données scientifiques, je vais laisser la parole à Delphine. Merci Mélanie. Alors, les données scientifiques, en effet, parlent d'elles-mêmes. On a le numérique qui est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et qui mobilise près de 10% de l'énergie mondiale. Donc la pollution liée à cette utilisation du numérique est liée à plusieurs facteurs. Donc la fabrication, qui a un impact en termes de pollution des eaux et des sols très important. Donc Mélanie en parlera. L'utilisation qui est faite donc, des appareils électroniques et également la fin de vie. Donc ça, on n'en parlera pas par souci de temps. Donc ces chiffres sont des estimations. Mais toutefois, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont voués à augmenter dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que ce sujet nous paraît si important. Parce qu'on veut donc évidemment lutter contre le réchauffement climatique et la pollution. Et donc ce sujet-là, comme tant d'autres, doit être abordé. Et en fait, il y a justement un problème avec ce sujet, c'est que la pollution liée au numérique ne se voit pas, elle est invisible. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une réelle sensibilisation sur le sujet, afin de provoquer une prise de conscience et de mettre en place des actions. Et pour ça, pour que les gens ne soient pas désemparés, parce que parfois ça peut paraître difficile de savoir à l'échelle individuelle ce qu'on peut faire, mais également à l'échelle de l'entreprise, il y a des solutions qui peuvent être mises en place et dont nous, on essaiera de vous parler aujourd'hui. Donc évidemment, il y en a d'autres, mais on ne pourra pas parler de tout. Alors justement, après ces informations que vient de nous donner Delphine, on se rend compte, donc quand on prend conscience de tout ça, de l'importance de la mise en place d'un guide. Alors pourquoi ? Pour tenter de vous sensibiliser, de transformer petit à petit vos pratiques, de vous apporter des solutions, en tout cas celles qu'on a vues et celles auxquelles on a réfléchi. Et ensuite, voilà, vous avez maintenant en vos mains un guide authentique fait par nos soins que vous pourrez retrouver dans un lien Google Docs si vous voulez en avoir plusieurs. Alors ensuite, il convient de se demander peut-être, mais alors quelles sont les mesures implémentables à l'échelle de l'individu ou de l'entreprise pour réduire l'impact écologique de sa consommation de technologies du numérique ? Eh bien, pour répondre à ça, on va procéder en deux temps. On va d'abord vous expliquer la phase de fabrication, qui on a vu est très polluante, et ensuite passer sur la phase d'utilisation. Alors, il est important aussi de vous dire que pour cet exposé, on a pris l'initiative de réaliser un sondage. Donc c'est un sondage qu'on a fait sur LinkedIn, donc auprès de nos contacts et d'un groupe de RSE. Donc voilà, il ne sera pas forcément très représentatif du reste de la société, mais on a quand même eu 122 participants et on pense que c'est un bon point de départ pour notre analyse et pour les solutions qu'on vous propose. Donc sans plus tarder, on va vous présenter notre guide oral et vous pourrez aussi vous y référer grâce au flyer qu'on vous a transmis pour essayer de vous sensibiliser à la problématique. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous parler de la phase de fabrication et la sensibilisation, essayer de vous sensibiliser face à cette pollution générée par la fabrication. Donc sachez que je voudrais peut-être dans un premier temps justement vous parler de certains chiffres. Donc il faut savoir que plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre du numérique proviennent de la fabrication des terminaux. Ensuite, il faut environ 50 à 350 fois son poids en matière pour produire un appareil électrique, donc ce qui est relativement énorme. Et par exemple, on voit que la fabrication d'un ordinateur de 2 kg, c'est 588 kg de matières premières mobilisées, et c'est aussi 140 kg de CO2 sur les 156 kg de CO2 émis sur son cycle de vie. Alors, pourtant, alors qu'on constate ça, quand on a posé la question « mais combien d'appareils électroniques détenez-vous ?» on voit qu'il y a quand même plus de 80% des gens qui détiennent plus de 2 appareils, et pour 30%, ils en ont quand même 4. Donc on ne voit pas forcément la nécessité
tout cas de notre point de vue, même si on peut prendre position. Mais du coup, on peut se poser la question suivante. Est-ce réellement nécessaire d'avoir en sa possession un ordinateur, un smartphone, un portable, une tablette, etc. Alors, s'il n'existe pas aujourd'hui de limite juridique qui encadre le nombre maximum de matériel numérique détenu par individu, eh ben, c'est peut-être sûrement dans le but de préserver nos libertés. Mais voilà, ces mesures qui ne sont pas inscrites, en tout cas dans le droit, il faudrait qu'elles soient inscrites dans nos valeurs. Donc pour répondre à ces problématiques liées à la fabrication, nous vous conseillons donc de ne détenir que des appareils qui vous seraient indispensables et de conserver un appareil électronique le plus longtemps possible. Et justement, en ce qui concerne la durée, on voit que c'est quand même positif d'après les sondages qu'on a faits, puisque aujourd'hui, il y a 40% des individus interrogés qui détiennent pendant moins de 5 ans leur ordinateur, mais sinon pour le reste, c'est soit entre 3 et 5 ans, soit plus de 5 ans. Ensuite, en ce qui concerne les smartphones, on a 12% des utilisateurs interrogés qui conservent leur smartphone pendant moins de 2 ans. Et pour plus de la moitié, c'est conservé entre 2 et 4 ans. Donc pareil, ça nous interroge. Alors après, pour limiter son impact écologique, eh ben, il est important de posséder moins d'appareils électroniques. Et presque 50% d'ailleurs de nos interrogés, donc on était contente, sont prêts à le faire. Donc c'est déjà un premier pas. Donc voilà, on voit aussi que la plupart ne possèdent pas un smartphone inutilisé, donc ça aussi c'est plutôt positif. Et maintenant, on aimerait, pour résumer ce qu'on vient de vous dire, vous donner quelques bonnes pratiques. Donc essayez tout d'abord de conserver plus longtemps ces appareils électroniques. Essayez de ne posséder que des appareils électroniques qui vous sont réellement utiles. Ensuite, essayez de donner une seconde vie aux appareils que vous n'utilisez pas. Donc, par exemple, vous pouvez aller sur des sites comme Marketplace pour revendre vos produits, ou bien acheter d'occasion, si cela vous est possible, avec des sites comme Rebuy, donc qui est leader européen en reconditionné. Alors peut-être aujourd'hui qu'il existe une forme de crainte, puisque quand on pose la question « Avez-vous déjà acheté un ordinateur ou un smartphone de seconde main ?», on s'aperçoit que presque 50% des interrogés n'en ont pas acheté en fait. Et donc peut-être qu'il existe une crainte. Donc justement, je vais faire un petit zoom pour essayer de vous faire moins peur quant à la question de l'obsolescence programmée qui ressurgit souvent, et vous expliquer qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour lutter contre ça, voire interdire cette pratique. Donc justement, comme je vous disais, il y a une espèce de crainte qu'on a ressentie d'après les interrogations. Voilà, manque d'informations sur la batterie, sa durabilité. On voit l'obsolescence programmée, elle revient souvent. Mais alors, pour essayer de vous rassurer, on a essayé de voir un peu les lois qui avaient été mises en place pour lutter contre l'obsolescence programmée. Comme on le voit, ça a débuté vraiment en 2013. Et ensuite, là maintenant, de plus en plus, il y a un renforcement qui est fait quant à l'interdiction de l'obsolescence programmée, notamment par la loi REEN. Étant précisé que, puisque c'est la plus récente, on parlera d'elle, maintenant, on ajoute dans cette loi qu'il repose donc sur les vendeurs un devoir d'information et de conseil d'entretien et de réparation à l'égard des consommateurs. Elle incite en outre au réemploi et à la réutilisation. Donc justement, comme c'est protégé par la loi, peut-être que ça peut vous rassurer, ou en tout cas, elle essaye d'aider en ça. Donc en définitive, on peut essayer de se rendre compte justement que des craintes que nous avons pu voir vis-à-vis de l'obsolescence programmée ou de la fonctionnalité du produit de seconde main sont de moins en moins d'actualité et qu'il y a vraiment la naissance d'un cadre juridique qui garantit la productivité des produits et des appareils électroniques de seconde main. Donc là, on vous conseille justement de passer plutôt d'une économie donc linéaire à une économie circulaire. Voilà. Ensuite, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément le temps d'expliciter tout ça, mais sachez que on est à la Summer School aujourd'hui, donc on parle de problématiques nouvelles, de blockchain, d'intelligence artificielle, etc. Eh bien, même si c'est souvent pointé du doigt comme n'étant pas quelque chose de vert, il s'avère que ça peut aussi être un outil pour aller vers la sobriété numérique, ce qui fait naître effectivement un paradoxe. Mais voilà, on n'aura pas forcément le temps
de vous expliquer plus précisément, mais comme il est écrit, une blockchain, elle peut aider à la valorisation des déchets recyclables. Et grâce à un robot, par exemple, implémenté dans l'ordinateur, qui nous aiderait à évaluer notre consommation et changer nos comportements, un peu comme le site que nous a montré Delphine au préalable. Alors voilà, donc en bref, il existe diverses solutions pour nous inciter à réduire notre empreinte. Donc on peut réfléchir aujourd'hui tous ensemble à avoir un modèle économique plus respectueux de notre environnement et adopter de nouveaux comportements. Alors après vous avoir parlé longuement mais le plus rapidement possible, de la phase de fabrication, je vais laisser la place à Delphine pour vous parler de la phase d'utilisation qui est également importante. Merci Mélanie. Alors, que ce soit par nos actions individuelles ou par la loi, nos comportements vis-à-vis du numérique vont devoir changer. Donc après vous avoir parlé de la pollution, de la fabrication qui est très polluante, je vais vous parler de l'utilisation. Donc pour ça, je vais vous présenter 4 mesures. Donc il y en a plus, mais donc par souci de temps, j'ai dû choisir, et aussi en fonction des réponses qu'on a eues au sondage. Donc on a vu celle qui était le plus facile à mettre en œuvre. Donc la première dont je vais vous parler, c'est de limiter le temps passé sur les écrans. Donc pourquoi ? Donc déjà, d'après notre sondage, 64% des personnes passent entre 2 et 5 heures par jour sur les écrans, donc en dehors de leurs heures de travail, ce qui est énorme. On sait tous évidemment que recharger son téléphone, ça demande de l'énergie, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on est 95% en France à avoir un téléphone, au moins un, en plus de l'ordinateur, etc. Et que du coup, si on est 95% à charger au moins une fois par jour notre téléphone, ça représente énormément d'énergie. Il y a un autre point aussi, c'est qu'en utilisant beaucoup nos appareils électroniques, on les use, on prend le risque de les casser, ce qui peut entraîner du coup la nécessité d'en fabriquer de nouveaux avec tous les impacts que Mélanie vous a explicités. Donc la solution, évidemment, c'est de limiter le temps passé sur nos appareils, de faire d'autres activités, lire un petit peu, se promener, faire du sport, etc. On peut le faire et ça a un impact environnemental. Donc l'autre point, maintenant, avec la deuxième question au sondage, c'est limiter la consommation de ces appareils. Non, avant. Limiter la consommation de ces appareils. Donc ça, c'est assez simple. J'avais posé la question, du coup, avez-vous l'habitude d'éteindre vos appareils électroniques quand vous ne les utilisez pas ? On a vu que pour la plupart, ils ne le font pas. Ça peut être quelque chose de très simple à faire, mais il y a également d'autres mesures, comme par exemple baisser la luminosité, la mettre en automatique, fermer les onglets sur son ordinateur, supprimer les applications qu'on n'utilise pas. C'est très varié, il y en a beaucoup, donc je vous encourage à le faire pour réduire votre consommation. Donc l'autre point, maintenant, c'est repenser nos activités en ligne. Donc ça, on le sait tous, le fait d'échanger des informations en ligne, notamment, donc comme on l'a vu avec les mails, si c'est des photos, si c'est des vidéos, si c'est des pièces jointes qui sont lourdes, ça utilise énormément d'énergie. Et donc ça a un impact sur l'environnement. Donc à titre d'exemple, le streaming vidéo, donc, qui est regardé donc, tous les jours par quand même 60% des interrogés, utilise 60% des flux de données sur Internet, selon le think tank The Shift Project, ce qui a donc un impact de près de 1% des émissions mondiales de CO2. C'est pas rien du tout pour juste le streaming vidéo. Donc il peut être intéressant de privilégier une utilisation plus raisonnée des plateformes de streaming et plus globalement, finalement, même quand on envoie un mail, de bien choisir les personnes à qui on l'envoie, de faire en sorte de ne pas envoyer à tous, par exemple. Si la personne n'est pas très loin, on peut aussi se déplacer, c'est possible, ça économise de l'énergie. Et ça permet du coup d'avoir un impact plus positif sur l'environnement. Donc vous aviez l'exemple de l'ampoule allumée lors du caout. Vous pouvez vous en rappeler. Vous pouvez vous en rappeler. C'est assez marquant et c'est très utile. Voilà. L'autre point, donc là, ce n'est pas forcément directement pour vous, ça peut être aussi pour les entreprises, c'est concevoir des sites internet de façon plus écologique. Donc ça, c'est l'éco-conception. Donc on a quand même 44% des interrogés qui considèrent qu'ils ne sont pas libres sur les sites internet et qui sont influencés par le design. Donc on pourrait par exemple prévoir des sites qui permettent aux utilisateurs de passer un peu moins de temps dessus. Donc par exemple avec moins de vidéos qui démarrent tout de suite quand l'utilisateur va sur le site et qui du coup le poussent à rester, qui lui permettent plus facilement de trouver l'information qu'il recherche et qui aussi dans leur fonctionnement utilisent moins d'énergie. Voilà, donc ça c'est une possibilité donc, pour les entreprises et qui aura un impact très certain sur notre production de pollution et notre utilisation d'énergie.
Après, il y a quelques points quand même positifs, quelques résultats encourageants. On voit qu'on a quand même 88% des interrogés qui sont prêts à modifier leur comportement. Donc il y a eu une sensibilisation, et alors même si les gens ne savent pas forcément les mesures, au moins ils ont la volonté d'agir et ils ont des idées, puisqu'ils ont répondu, donc 122 personnes ont répondu à la question, et ils nous ont proposé par exemple de supprimer les mails, d'utiliser le Wi-Fi au lieu de la 4G, de supprimer les applications que l'on n'utilise pas. Et donc en tout cas ils étaient très enthousiasmés par ce sujet et avaient de bonnes idées qu'on pourrait reprendre si on devait faire un guide un peu plus poussé. On vous remercie pour votre attention et peut-être avant de clôturer cette présentation, on va vous rappeler les bonnes pratiques à utiliser. Donc voilà, vers le chemin de la sobriété numérique. Première mesure, ne pas conserver les appareils numériques que l'on n'utilise pas, les vendre, les donner, les recycler si nécessaire. Deuxième mesure, conserver ces appareils plus longtemps. Troisième mesure, acheter de seconde main. Quatrième mesure, passer moins de temps sur nos appareils numériques, se déconnecter. Cinquième mesure, éteindre ces appareils, diminuer la luminosité. Sixième mesure, avoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Septième mesure, avoir une utilisation raisonnée du streaming vidéo. Et septième mesure, concevoir des sites moins énergivores et moins attrayants.